Aujourd'hui, pourtant, la colère gronde contre le coton transgénique au Burkina Faso. Car 7 ans plus tard, certaines promesses de départ ne sont pas tenues. Le prix plus élevé des semences BT devait être compensé par la baisse des achats de traitement et par la hausse des rendements. Mais les 30% d'augmentation ne sont pas au rendez-vous. Ce serait plutôt autour de 17%. Et beaucoup de producteurs récoltent des graines plus légères que celles du coton conventionnel, ce qui leur cause une perte, car ils revendent leur coton au poids. J'ai cultivé des OGM, c'était dans ce champ même. Et je me suis retrouvé vraiment très endetté. Donc j'ai dû arrêter. En tout cas, quand tu cultives, tu as l'impression que le coton produit beaucoup. Mais lorsque tu vas faire peser, il ne pèse pas beaucoup. Kuri nyanamane, alors be pata, kati, ebe toni suru, katumu. Usamu konan tafi, yaran tafi. Comment expliquer ce rendement des OGM plus faible que prévu? Pour Monsanto, ce serait dû notamment à un problème de formation des petits paysans, souvent analphabètes, qui appliquent mal les procédures complexes de la technologie OGM. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont entre les mains une voiture de haute technologie qui ne se conduit pas comme une voiture de champ, quoi, hein, pas une voiture commerciale. Voilà. Donc il y a règles à respecter. La bonne fertilisation, quand on dit qu'il faut mettre, ne prenez pas le chiffre en tant que tel, mais s'il faut mettre 100 en engrais et on n'en met que 50, et bien évidemment, on aura le rendement de 50, hein, et non pas de 100. Les traitements, hein, il faut quand même faire 2 traitements, même avec un coton génétiquement modifié. Je serais surpris qu'il n'y ait pas d'agriculteur qui fasse une impasse, ou 2, hein, pour éviter de payer le traitement, donc par gain économique. Au Burkina Faso, les agriculteurs sont accusés de détourner une partie de l'engrais coton vers d'autres cultures. Mais en fait, beaucoup de paysans n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter des engrais. Et ils entrent dans le circuit du coton pour pouvoir acquérir des semences et de l'engrais à crédit auprès des sociétés cotonnières. C'est vrai que c'est par là qu'ils ont accès aux pesticides, aux engrais, et ils utilisent ces intrants-là aussi dans leurs champs de céréales, de sorgho, et puis surtout de maïs. Parce qu'il faut d'abord qu'ils mangent. Il faut d'abord que le producteur ait à manger. Donc quand on prend les petits paysans, ceux qui ont entre 2, 3 hectares de coton, 4, qui n'ont pas vraiment de grande superficie de coton, ils en pâtissent beaucoup. Ils ont des rendements qui ne font que chuter d'année en année. Et ils sont les plus nombreux, les agriculteurs familiaux. On n'a pas de très, très grands producteurs de coton. Donc ça veut dire que c'est fait pour juste une élite. Alors effectivement, il y a une économie d'échelle qui fait que vous amortissez plus facilement sur 150 hectares que sur 10 ou sur 2, a fortiori. Ça, c'est toutes les grandes exploitations agricoles du monde, et je ne citerai pas l'Amérique du Sud, mais ça en fait partie, savent ça très bien. $1 gagné sur 1 hectare, si vous le multipliez par 100 000 hectares, ça fait 100 000 $. Si vous multipliez par 3 hectares, ça fait $3, voilà, tout simplement. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas que les petits paysans qui se plaignent du coton BT. Les sociétés cotonnières aussi, car la qualité de la fibre a baissé par rapport au coton conventionnel. La proportion des fibres courtes augmente, au détriment de celle des fibres longues. Ici, la soie est un peu plus courte, hein. C'est pas bon. C'est très court. 1 pouce, 1/16e. Ça reste toujours 1 pouce, 1/16e. En 2015,
Face à cette baisse de qualité qui ternit la réputation du coton burkinabé sur le marché international, la Sofitex a décidé de réduire la part du coton transgénique dans sa production totale, de 70 à 60%. La Socoma, la deuxième société cotonnière du pays, détenue à majorité par le groupe français Géocoton, a décidé d'aller encore plus loin. L'impact d'une fibre courte se chiffre en milliards de francs CFA. Ce que je peux vous dire en tant que président de Géocoton, c'est que le coton du Burkina était réellement en risque si nous poursuivions sur cette voie, puisque nous avons plus de 56% de basse qualité. À un moment ou à un autre, les marchés vont réagir. Et les marchés vont s'orienter sur d'autres origines. Oui, donc commercialement, il y avait un risque certain. Il y avait un risque certain et il fallait réagir. C'est pour ça qu'on a inversé, si vous voulez, la tendance. L'OGM représentait 70% en termes de production l'année dernière. L'OGM ne représente plus que 40% cette année. Face à ce problème, Monsanto semble avoir une solution. Un nouveau coton BT nommé Roundup Readyflex, dans lequel a été introduit un gène supplémentaire de tolérance au Roundup. Il est actuellement testé dans les champs expérimentaux du Burkina Faso et il permettrait de retrouver une bonne longueur de fibre. Mais certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une stratégie de la firme américaine pour augmenter ses ventes de Roundup dans le pays. Il n'y a pas plus de 3 semaines qu'on a rencontré Monsanto, ça a été vraiment de chaudes discussions entre nous. Là-bas, apparemment, le problème de longueur a été réglé. Mais il se trouve que ça ne correspond pas à une demande. Donc, nous, on n'est pas trop chaud pour avancer dans ce sens. Ça peut être un truc commercial, c'est des hommes d'affaires. On a pris les flex, je pense que c'est une option sur laquelle nous allons nous orienter. Ouais. C'est du business, hein, on est tous d'accord, il n'y a aucune entreprise qui soit philanthrope. Mais oui, nous sommes satisfaits de ce qui se fait. On va aller pour faire plus, pour le Burkina bien évidemment, et sur la sous-région. Le directeur de Monsanto au Burkina, il dit que ce glyphosate, c'est un pesticide total, ça tue tout, sauf le coton BT. Et il est content. C'est ça qui m'étonne qu'il soit content. On va tuer la biodiversité et tout. Et qu'est-ce que nous allons devenir après? Ça tue tout. Ça va même nous tuer et puis on verra. On peut qualifier le Burkina comme son laboratoire à ciel ouvert. Parce que tout s'expérimente ici sans frein. Il y a d'autres produits qui ont été annoncés. C'est le niébé, les haricots, le maïs. Et là, ce sont des produits de consommation de tous les jours. Alors que les OGM ne tiennent pas toujours leurs promesses pour les producteurs, pour les consommateurs, ils soulèvent encore de nombreuses interrogations, y compris aux États-Unis, les premiers consommateurs au monde d'OGM, où les industriels mènent une bataille acharnée pour empêcher l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires contenant des OGM, comme c'est le cas en Europe. Aux États-Unis, la plupart des études indiquent qu'entre 70 et 80% des aliments industriels contiennent des ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés. Donc ça, c'est une sauce pour la salade, ça, des céréales. Waouh, il y a de la couleur. Alors, le sucre, on ne sait même pas d'où vient le sucre, on ne sait pas s'il provient d'OGM ou non. Le maïs, c'est presque sûr qu'il contient des OGM. On pourrait prendre toute la liste. Presque tous les pays développés et beaucoup de pays en développement ont mis en place un étiquetage obligatoire pour les OGM. Et aux États-Unis, toutes les enquêtes d'opinion indiquent qu'au moins 90% des consommateurs veulent être informés. Ils veulent un étiquetage obligatoire qui leur indique la présence d'OGM. Dans une démocratie, et surtout pour une chose aussi importante que la nourriture, la moindre des choses serait que les consommateurs puissent choisir. Et en fait, aucune étude épidémiologique n'a été menée sur la population dans le contexte des aliments génétiquement modifiés. Donc, quand mes collègues et beaucoup de scientifiques disent « nous en mangeons depuis 2 décennies et ça n'a jamais causé la moindre petite maladie », ça, c'est de la science de pacotille. On ne peut pas savoir cela sans avoir fait d'études épidémiologiques. Vous savez, l'absence de données n'est pas une preuve de l'absence de préjudice.
C'est vrai qu'au fond, on sait assez peu de choses sur les risques à consommer soit des plantes qui produisent des toxines contre les insectes, soit des plantes qui résistent à un herbicide, ce qui fait que du coup, on va manger l'herbicide. Donc effectivement, tant qu'il n'y avait pas d'OGM, vous ne pouviez pas manger de Roundup, puisque toute plante qui recevait du Roundup était morte. Mais à partir du moment où il y a des plantes transgéniques résistantes au Roundup, vous allez manger du Roundup. Et pour être sûr que ce poison consommé régulièrement sur de grandes durées n'a pas d'effet sur nous, il faudrait des études bien plus sérieuses que ce qui a été fait jusqu'à présent, en général sur quelques souris vite fait. En septembre 2012, la publication d'une étude scientifique fait l'effet d'une bombe médiatique. Dirigée par le chercheur français Gilles-Éric Seralini, elle porte sur le maïs transgénique NK603 de Monsanto, tolérant au Roundup, et elle remet en cause son innocuité. C'est une première scientifique. La première étude toxicologique d'un OGM sur 2 ans, soit la vie entière d'un rat. Les photos des animaux testés, gonflés de tumeurs, font le tour du monde. Avec son équipe, le professeur Seralini plaide pour l'allongement de la durée des tests réglementaires que les autorités européennes demandent aux fabricants d'OGM avant une autorisation de commercialisation. Il ne porte que sur 3 mois. À plus long terme, lui, observe des effets toxiques sur les rats. Alors, les résultats que nous avons obtenus, c'est d'abord une mortalité plus importante chez les rats traités à la fois aux OGM et au Roundup que par rapport au groupe de rats contrôle. Ensuite, des tumeurs mammaires qui ont fait mourir les femelles jusqu'à 70%, qui se développaient à partir de la première année, alors que le groupe de rats contrôle en avait jusqu'à 30% et que ça se développait au bout de la 2e année. Les mâles, pendant ce temps, ils ne mourraient pas de tumeurs mammaires, mais ils mourraient de déficiences rénales et hépatiques graves, c'est-à-dire que les organes de détoxification ont été atteints, le foie et les reins, qui sont les organes qui filtrent la boisson et l'alimentation. Les résultats m'ont paru très inquiétants, parce que notre corps est très bien fait, il va arriver à se détoxifier, c'est pas la fin du monde, mais plus on lui en donne, moins il y arrive, et à un moment donné, il craque avec des maladies chroniques, pas seulement à cause de l'OGM, mais surtout à cause des pesticides qu'il contient. C'est pas tellement parce que, à mon avis, on a tripatouillé le génome, ce qui serait la première analyse superficielle, mais c'est parce qu'on a tripatouillé le génome pour une intention claire, qui était de faire de ces plantes des éponges à pesticides. Aussitôt publiée, l'étude Seralini provoque la fureur des fabricants d'OGM et déclenche une vive polémique scientifique et médiatique. Gilles-Éric Seralini a été attaqué par les faunés de l'industrie de manière extrêmement violente. On l'a accusé d'être membre d'une secte vitaliste chrétienne. On l'a associé à toutes sortes de mouvements anti-scientifiques, ce qui n'est absolument pas avéré à mon sens. Et donc voilà, on a une autre technique là, qui est mise en œuvre par l'industrie des biotechnologies végétales et qui s'attaque plutôt aux personnes qu'aux résultats. Les résultats étant bien évidemment discrédités dans la foulée. Monsanto ne se cache pas d'avoir un département entier de chercheurs, de scientifiques qui travaillent à débugger ou à attaquer toute science qui serait potentiellement incommodante pour son business. On a eu la preuve que des agences de com autour de Monsanto transformaient mon CV 2 fois par jour sur Wikipédia. C'est-à-dire des gens récupéraient des articles qui disaient que j'étais fraudeur ou sectaire et disaient que j'avais commis une fraude. C'était pas les bons rats, c'était pas la bonne souche de rats, il fallait pas utiliser les spragues de lait. Pourquoi ? Parce que ces rats auraient été trop sensibles au niveau des tumeurs, par exemple. La souche qu'utilise Monsanto dans ses propres essais est la même. Moi, j'avais pris le rat qu'ils utilisaient et surtout les rats recommandés par les instances internationales pour faire ces tests. Mesdames, Messieurs, nous accueillons en audition commune le professeur Gilles-Éric Seralini et le docteur Joël Spirou. Face à la polémique et aux inquiétudes dans l'opinion publique, les responsables politiques sont contraints de réagir. Un débat est organisé à l'Assemblée nationale et des comités d'experts sont saisis en France et en Europe. Ils rejetteront finalement les conclusions de l'étude Seralini, notamment parce qu'elle a été réalisée avec des groupes comportant 10 rats, alors que les études de cancérogénicité se font normalement avec des groupes de 50 rats.
Et même si le professeur Seralini ne s'attendait pas à observer des différences de tumeur, la taille de ces échantillons est insuffisante pour en tirer des conclusions valides. L'étude de Gilles-Éric Seralini ne permettait pas de dire de manière conclusive tel type d'OGM, associé ou non à l'herbicide auquel il est tolérant, donne le genre de pathologie qui a été mis en avant chez les rats. C'est possible. Et il est aussi possible que ce soit le fait du hasard, c'est-à-dire la puissance statistique de l'étude ne permet pas de conclure. Ce que Gilles-Éric Seralini lui-même d'ailleurs reconnaît. Bien sûr qu'il aurait pu y avoir plus de rats et plus de statistiques. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas aimé faire ça sur 20 rats ou 30 rats, mais il ne fallait pas avoir 3 millions d'euros, mais il fallait avoir 6 millions d'euros pour faire toutes ces analyses. Avec les moyens que nous avions, c'était une étude par son ampleur et sa durée qui était unique au monde. Face à l'onde de choc provoquée par l'étude Seralini, le gouvernement français et la Commission européenne ont fini par accepter de lancer des études plus longues que les 90 jours réglementaires pour analyser les effets de la consommation d'OGM sur la santé. À Toulouse, le directeur du laboratoire Toxalim, spécialisé en toxicologie alimentaire, coordonne ainsi le projet OGM 90+, financé par le ministère de l'écologie à hauteur de 2,5 millions d'euros. Les expérimentations ont commencé en août 2015 avec le maïs NK603, étudié par Seralini, et des techniques d'analyse très poussées, dites omiques, comme la métabolomique, pour analyser des échantillons d'urine des rats. L'objectif de ce projet de recherche, c'est de suivre des rats sur 6 mois et de suivre donc aussi bien dans les urines que dans les organes des modifications potentielles qui peuvent être au niveau donc de l'expression de gènes ou qui peuvent être au niveau du métabolisme général du rat. Donc nous on est sûr que statistiquement on a assez d'animaux. On ne pourra pas être attaqué sur le plan expérimental. Après, la discussion sur la durée, donc on fait 6 mois. Pourquoi on ne continue pas donc on peut faire 2 ans, mais à ce moment-là, ce n'est pas 2,5 millions, c'est 5 millions. Enfin, je veux dire, on a des contingences. Et sur le plan purement scientifique, puisqu'on est en connexion avec des programmes européens qui durent plus longtemps, donc on bénéficiera aussi de prélèvements d'organes, de sang et d'urine sur des rats qui ont été nourris pendant 2 ans. Donc, résultat pour eux, c'est début 2018. Après, le résultat, je ne le connais pas. Et si je connaissais le résultat, je veux dire, on arrêterait de faire de la science. Hein. Les chercheurs français participent en effet à une étude européenne nommée G-Twist, sur le même maïs et sur 2 ans. C'est en Allemagne qu'elle est coordonnée. Les tests ont également démarré en août 2015 et les résultats ne devraient pas être connus avant début 2018. Mais contrairement à son collègue français, le toxicologue allemand qui dirige l'étude a l'air moins incertain de ses résultats. Mon plus grand espoir, c'est que dans le cadre du projet G-Twist, nous puissions présenter une étude parfaitement menée, avec des données qui ne feront peut-être pas plaisir à tout le monde, mais qui seront issues d'une étude alimentaire irréprochable. Et au vu des méthodes qui ont été utilisées, je peux d'ores et déjà en attester. Même si, encore une fois, ces résultats vont déplaire à beaucoup de personnes dans l'opinion publique. Le professeur Pablo Stenberg, d'origine argentine, est aussi le toxicologue d'un autre projet financé par la Commission européenne, baptisé GRACE, avec une étude de toxicité d'un autre maïs transgénique, le Mont 810 de Monsanto, cultivé dans certains pays européens comme l'Espagne. À l'automne 2015, la conférence de présentation des résultats réunit des experts de 20 pays, dont beaucoup de scientifiques, quelques ONG et de nombreux représentants de l'agro-industrie comme Monsanto, Bayer, BASF ou encore DuPont.
Et ce n'est pas un hasard si le coordinateur allemand du projet a choisi d'organiser cet événement à Potsdam, près de Berlin, et le 9 novembre, jour anniversaire de la chute du mur. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would open the final press conference with the sentence by Erich Fried. Those who want the world to continue as it is do not want the world to continue. Le 9 novembre est une date extrêmement importante pour nous, parce que la chute du mur de Berlin a été un événement majeur, non seulement pour nous, Allemands, mais aussi pour le reste du monde. Et nous aussi, avec nos activités, nous essayons d'abattre certains murs et de faire bouger certaines positions qui sont bloquées. C'est pourquoi je trouve ça très symbolique d'avoir organisé cette conférence à Potsdam, à proximité de Berlin et des vestiges du mur. Regarding the one-year feeding trial, the feeding of maize MON 810 to rats did not lead to adverse effects. We have had a number of so-called statistically significant differences. That means that the numbers of a parameter between two groups have differed, but we differentiate between simply a statistically significant difference and a toxicologically relevant difference. So even if we were seeing certain differences in relative organ weights, we don't think that that is of a toxicological relevance. Well, someone in the audience who wants to comment. Yes, Bruno? I think that we can use now omics technology to check if there is not a disease, but some imbalance in some organs. So when I look into the results, so I was really, I don't understand why so the feeding with GMOs, they are smaller and they eat less. So we have to think about it. Dans le cadre de cette étude, qui a porté sur une année, nous avons effectivement constaté que dans l'un des groupes tests nourris aux plantes génétiquement modifiées, la prise de poids avait été relativement moins importante. Mais nous ne savons pas pourquoi. Les scientifiques du projet GRACE n'arrivent pas à expliquer pourquoi, à long terme, les rats se nourrissent moins quand leur alimentation contient des OGM. Mais selon eux, cela ne pose pas de problème de santé. Force est de constater qu'en toxicologie, c'est la manière d'interpréter les résultats qui compte. Et l'enjeu est important ici, car il s'agit de dire s'il est utile ou non de demander aux fabricants d'OGM des études de plus de 3 mois lorsqu'ils déposent un dossier d'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne. So, ladies and gentlemen, now we come to the general conclusions and recommendations. There's been a long controversial discussion if we perform feeding trials and how long should these performed feeding trials be extended? Only for 3 months? Should we go then for a 1 year or even for a 2-year feeding trial? And the feeding trials did not reveal any scientific trigger for an extension of the feeding period. So, thank you very much, Pablo, again. We have time for some questions, please. When I looked at this MON 810, I would say, well, we could expect some subtle effects, which are not so easy to detect in 90 days. When we look to the 60 events being authorized for import, we see a lot of quite more complex traits. Stacked events, which produce up to 6 Bt toxins, or events that can be expected to have residues from pesticides. We have to make sure that the process as such is not biased, is not driven by some networks which are very close to industry, and that we in the end really can trust the outcome. And this, I have to say, is not the case in GRACE, and that's our problem. I think this was an exercise with an outcome that was quite clear from the beginning. So, I think that was a comment which we will not comment.
Pour nous, c'est un gros problème. Surtout le fait que Joachim Schimann appartienne à l'ISBR, la Société internationale pour la recherche sur la biosécurité. Il en a même été le président. C'est un groupe qui est présent dans le monde entier et dont les conférences sont sponsorisées par l'industrie. Donc, il s'apparente plus à un lobbyiste qu'à un scientifique objectif. Il y a quelques années, il a même déposé un brevet sur des plantes génétiquement modifiées. Évidemment, ce serait formidable qu'il y ait un nouveau 9 novembre, si possible dans un avenir proche, pour mettre enfin un terme à cette guerre froide dans le domaine des organismes génétiquement modifiés. En tout cas, nous, on continue. Face aux inquiétudes, les chercheurs en biotechnologie agricole mettent aujourd'hui l'accent sur de nouveaux OGM, dits de seconde génération, qui ne présenteraient pas seulement un intérêt pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. En particulier, des plantes génétiquement modifiées pour augmenter leur qualité nutritionnelle, enrichies en oméga 3 ou en vitamines. L'une d'entre elles est particulièrement controversée, le riz doré. Un riz conçu pour lutter contre un problème de santé publique dans les pays pauvres, les carences alimentaires en vitamine A, qui fragilisent le système immunitaire. Près de 700 000 enfants en meurent chaque année et plus de 300 000 deviennent aveugles. Le riz doré est aujourd'hui en phase d'essai au Bangladesh, en Indonésie et surtout ici, aux Philippines. L'IRI est une organisation humanitaire. Nous menons des recherches pour améliorer le bien-être des populations. Et nous sommes très préoccupés, comme beaucoup de gens, par les problèmes de carence en vitamine A. Près de 200 millions de personnes sont touchées. L'idée est donc la suivante. Pour les gens qui aiment le riz et qui en consomment beaucoup chaque jour, pourquoi ne pas améliorer le contenu nutritionnel de ce riz ? Le riz doré est plus nutritif. Il est très jaune car les grains contiennent du bêta-carotène. Donc, quand on consomme du bêta-carotène, présent dans des légumes ou dans du riz doré, notre corps assimile le bêta-carotène et le transforme en vitamine A, en fonction de ses besoins. Et l'insertion de deux gènes, l'un issu du maïs et l'autre d'une bactérie courante du sol, a permis à la plante de produire du bêta-carotène dans le grain. C'est ici que nous réalisons les essais. Vous voyez ces plantes? Nous avons introgressé les gènes de provitamine A dans une variété indonésienne nommée Sierang. C'est en 1990 que les recherches sur le riz doré ont commencé dans une serre de l'École polytechnique fédérale de Zurich. 9 ans plus tard, après de nombreux essais, le premier prototype de riz doré voit le jour. À sa grande surprise, son inventeur fait la couverture du célèbre magazine américain Time. Quand mes collègues ont vu cette photo de Time Magazine, ils m'ont dit « Toi, tu auras le prix Nobel dans 2 ans ». C'était la première fois qu'un botaniste faisait la couverture du Time. Là, les gens ont compris qu'il s'agissait de quelque chose de très important. D'ailleurs, dans les 6 jours qui ont suivi, Monsanto m'a appelé. J'ai été très surpris, mais on est tout de suite tombé d'accord. Il détenait un des brevets pour lequel nous voulions une licence gratuite. Et spontanément, ils nous ont proposé de nous accorder cette licence sans délai. Certains ont dit « Monsanto veut se réapproprier le projet ».
Les géants des OGM comme l'américain Monsanto ou le suisse Syngenta ont fortement soutenu le développement du riz doré, que le professeur Potricus a déclaré vouloir distribuer gratuitement aux petits agriculteurs. Mais certains s'y opposent farouchement, en particulier l'organisation écologiste Greenpeace, car le riz doré servirait surtout à redorer l'image des OGM. Pour nous, Greenpeace, la publicité particulière faite autour du riz doré a pour objectif de faire accepter ou de renforcer l'acceptation, non seulement de ce riz, mais aussi des autres cultures OGM dans les pays en développement, comme les Philippines. Les multiples brevets sur le riz doré sont toujours détenus exclusivement par Syngenta et Monsanto, y compris pour toutes les améliorations de cette technologie. Certes, Syngenta a déclaré il y a quelques années qu'il n'avait pas l'intention de commercialiser le riz doré, le riz génétiquement modifié. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun obstacle juridique qui s'opposerait à eux s'ils décidaient de changer d'avis à l'avenir. Le cycle de dépendance à cette variété de riz deviendrait alors quasi irréversible. Les membres de notre réseau craignent que les fermiers perdent leurs droits sur leurs semences. Parce qu'une fois que ces semences sont contaminées, elles sont perdues. Elles ne peuvent plus être récupérées. La contamination pourrait être causée en réalité par un mélange de graines. Par exemple, le riz doré pourrait être accidentellement mélangé avec du riz conventionnel au cours de processus post-récolte comme la transformation. Donc nous ne voulons pas perdre nos variétés de riz traditionnelles. C'est pour ça que nous nous battons contre cet OGM. Aux Philippines, où le riz est l'aliment de base, consommé 3 fois par jour, le projet de riz doré cristallise les passions. Le 8 août 2013, un groupe d'opposants détruit l'un des 5 champs d'expérimentation. J'étais indigné. Pas seulement triste, mais indigné. Cette photo a été prise au Vatican lors d'une réunion de l'Académie pontificale des sciences. À la fin, j'ai demandé au pape s'il était d'accord pour bénir le riz doré. Et il l'a fait. J'espère que cela aidera le riz doré à être mieux accepté. Ça, c'est l'échantillon que je lui ai présenté. Normalement, le riz doré frais est plus coloré, mais celui-ci a déjà 3 ans et il a un peu blanchi. Le riz doré a été conçu par des scientifiques du secteur public qui étaient sans doute remplis de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, on voit apparaître certaines données qui suggèrent que le bêta-carotène pourrait se dégrader trop rapidement au cours du stockage. Et d'autres scientifiques ont annoncé que le problème actuellement, c'est que les variétés de riz doré, c'est-à-dire les plantes locales qui contiennent les gènes de riz doré, n'ont pas un bon rendement. Et on ne peut pas fournir ce riz aux agriculteurs s'il ne s'annonce pas productif. C'est un problème technique, et ils essaient de le résoudre. On parle donc d'un projet qui dure depuis déjà 25 ans, qui a nécessité beaucoup de temps et d'argent, d'efforts scientifiques et autres pour développer la première génération, qui ne produisait pas une quantité suffisante de bêta-carotène, et dont il a fallu revoir la conception. Et il va falloir encore au minimum plusieurs années avant qu'il puisse être cultivé. Est-ce vraiment une manière rentable de résoudre ce problème? Il y aurait 2 solutions. Une solution agronomique qui me semble intelligente, c'est de dire arrêtons de ne donner que du riz aux enfants, cultivons un petit peu d'aubergines au bord des champs et mettons des aubergines avec le riz, ça sera meilleur à beaucoup de points de vue et entre autres, ça rapportera les vitamines dont il y a besoin. Ça, c'est de l'agronomie que je trouve intelligente, mais elle n'est pas technologique au sens classique du terme, et du coup, elle ne séduit pas. Pour faire moderne, il ne faut pas faire des aubergines avec du riz, il faut faire du riz avec des gènes d'aubergines à l'intérieur. Et ça, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas une solution intelligente, c'est l'emploi stupide de la technologie.
La technologie des OGM pourrait-elle s'avérer quand même utile pour d'autres problèmes de santé publique? Certains chercheurs l'utilisent pour lutter contre des maladies comme la dengue, une maladie tropicale rarement mortelle mais très invalidante, qui provoque de fortes fièvres et qui affecte plus de 50 millions de personnes chaque année dans le monde, en particulier au Brésil. Ici, les scientifiques ne travaillent pas sur des plantes, mais sur des insectes génétiquement modifiés, pour essayer d'éliminer Aedes aegypti, le redoutable moustique qui transmet le virus de la dengue. Un moustique transgénique a été ainsi mis au point par la compagnie britannique Oxitec, qui a ouvert au Brésil une usine capable de produire plusieurs millions d'œufs chaque mois. Les chercheurs ont inséré dans les œufs de la première génération un gène létal. Il produit une protéine qui rend le moustique dépendant à un antibiotique de couleur jaune, la tétracycline. Les scientifiques élèvent les larves en leur fournissant cet antidote dans le laboratoire. Mais une fois lâchés dans l'environnement, en l'absence de cette substance, les moustiques meurent au bout de quelques jours, de même que leurs descendants. L'idée est vraiment très simple. Nous relâchons des mâles qui sont porteurs d'un gène, et lorsqu'ils s'accouplent avec des femelles, leur progéniture ne survit pas. La progéniture de toutes les femelles qui s'accouplent avec un de nos mâles va donc mourir. Et si on peut relâcher suffisamment de mâles, on pourra diminuer significativement la population de moustiques. On a réalisé plusieurs essais aux îles Caïmans, au Panama et au Brésil, et à chaque fois, les résultats ont été très similaires, avec une réduction d'au moins 90% en 6 mois environ. C'est un outil complémentaire. Les gens utilisent déjà des insecticides, des pièges à phéromones, des produits collants, etc. pour essayer de contrôler l'insecte, mais ça ne suffit pas. Le 30 avril 2015, les chercheurs d'Oxitec lancent un nouveau programme de lâcher de moustiques transgéniques. Environ 1 million par semaine, pendant 10 mois, dans un quartier de la ville de Piracicaba, près de Sao Paulo, où la dengue est très présente. Nós temos mais de 6 milhões de reais ano, todos os anos, só para enfrentar essa questão. Portanto, se conseguirmos um avanço, né, que seja equivalente a isso e dê resultado, ou menor que isso de preferência, se a empresa baixar seus custos e preços, né, eu acho que a gente tem um avanço importante para a sociedade brasileira. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela presença de todos. Solta mais! L'inconvénient majeur de cette technologie pour une municipalité, c'est qu'il faut renouveler l'opération sans arrêt. Lorsque les lâchers de moustiques transgéniques s'arrêtent, rien n'empêche les moustiques sauvages des régions voisines de revenir dans la zone traitée. Pour Oxitec, au contraire, cette obligation pourrait s'avérer très lucrative. Ils attendent avec impatience la réponse des autorités brésiliennes à leur demande d'autorisation de commercialisation. Ce sera très important pour nous. À l'heure actuelle, nous pouvons mener des expérimentations, mais nous ne pouvons pas commercialiser et faire de la publicité. Donc, ce sera une autorisation clé, parce qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons démarcher d'autres municipalités et leur dire « Souhaitez-vous faire la même chose que Piracicaba? Voulez-vous faire cela toute l'année ou juste pendant la saison des pluies ?» Tout dépend de l'objectif. Notre technologie peut être utilisée de différentes manières. En 2015, les autorités sanitaires brésiliennes ont préféré donner leur feu vert à une autre technologie, un vaccin. Le premier vaccin au monde contre la dengue, mis au point par le laboratoire français Sanofi Pasteur. Mais les projets de recherche sur des AGM, des animaux génétiquement modifiés, ne sont pas près de s'arrêter. Ils se multiplient aujourd'hui et concernent encore plus d'espèces que les plantes.
des mouches, des souris, des cochons, des lapins, ou encore des chèvres et des brebis, qui produisent dans leur lait des molécules pour fabriquer des médicaments. En Argentine, dans la province de Buenos Aires, des chercheurs ont créé une vache unique au monde, baptisée du doux nom de Rosita. Quieta! Non, non, non! Non, 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 non. Il me pisó. Elle est née le 6 avril 2011, à la suite d'une transgénèse et d'un clonage, pour produire un lait qui aurait les mêmes qualités que le lait maternel humain. C'est une vache de race Jersey. L'importance scientifique de cette vache, c'est que, pour la première fois au monde, on a réussi à transférer en une seule fois 2 gènes humains dans le génome d'un bovin. Ils produisent 2 protéines, le lysozyme et la lactoferrine, qui jouent un rôle primordial pendant l'allaitement des bébés en renforçant leur système immunitaire et en favorisant l'absorption de fer. L'objectif est qu'un jour, cet animal, et ceux qui seront conçus à partir de lui, puissent produire un lait susceptible de répondre aux besoins des bébés qui ne peuvent pas être allaités par leur mère. Mais il s'agit là d'un projet à très long terme, parce qu'il y a beaucoup de tests à réaliser et beaucoup de défis à relever. L'idée serait de réussir à obtenir un animal capable de produire davantage de protéines transgéniques et de supprimer certaines protéines, comme celles qui provoquent une allergie au lait. Rosita vit aujourd'hui dans un enclos isolé, sécurisé par des détecteurs laser et une alarme. Les animaux génétiquement modifiés sont entourés de normes de sécurité à la mesure des craintes qu'ils suscitent. Que se passerait-il s'ils s'échappaient dans la nature, se reproduisaient avec d'autres animaux et transmettaient leurs transgènes? C'est ce qui a longtemps bloqué la demande de commercialisation d'un autre animal transgénique, le saumon nommé Aquadvantage, dont l'avantage annoncé est de grossir 2 fois plus vite qu'un saumon de l'Atlantique ordinaire, donc de passer moins de temps dans les bassins d'élevage. Un poisson donc moins coûteux pour les producteurs et peut-être moins cher pour les consommateurs. Il a été créé en 1989 par des chercheurs canadiens, puis développé par la compagnie américaine Aquabounty. Les saumons génétiquement modifiés sont aujourd'hui conçus au Canada, puis sont engraissés dans des bassins au Panama, confinés au milieu de la forêt et loin de l'océan, pour limiter les risques de dissémination et de croisement avec des espèces sauvages. Je suis vraiment confiant dans les mesures réglementaires que j'ai étudiées pour le Canada et le gouvernement américain. Il est très peu probable que ces saumons génétiquement modifiés puissent être un jour en contact avec des espèces de poissons sauvages, y compris le saumon de l'Atlantique. Ils doivent être produits dans des installations terrestres, d'où il est, je ne dirais pas impossible de s'échapper, car évidemment rien n'est sûr à 100%, mais la probabilité est vraiment très faible. Il y a donc un confinement physique de ces OGM, et il y a aussi une mesure de confinement biologique. Les poissons sont produits de telle sorte qu'ils ne pourraient pas se reproduire s'ils venaient à s'échapper. Ce sont uniquement des femelles, et leur génome a été manipulé pour les rendre stériles. Elles ne peuvent pas se reproduire. Des inquiétudes pour l'environnement existent pourtant, car la technique de stérilisation n'est pas complètement efficace. Et si des saumons transgéniques s'échappaient dans la mer, à l'occasion par exemple de catastrophes climatiques qui détruiraient les installations, difficile de remettre dans sa bouteille le génie génétique. Des scientifiques indépendants ont aussi étudié en détail les risques posés par le transgène. Il a été conçu avec des gènes issus de 2 autres espèces de poissons qui favorisent la production d'une hormone de croissance tout au long de l'année. Résultat, le saumon transgénique
est vorace, agressif et semble prédisposé à développer des malformations du squelette, ainsi que certaines maladies. Ses détracteurs nombreux l'ont baptisé Frankenfish ou le saumonstre. Nous savons plusieurs choses à propos de cette hormone de croissance appelée IGF-1. On sait qu'elle provoque des cancers du sein. On sait qu'elle cause beaucoup d'autres cancers. Est-ce qu'on va manger du saumon en quantité telle que l'ajout de cette hormone pourra provoquer à elle seule un cancer? Probablement pas. Mais pourquoi introduire dans notre régime alimentaire un nouvel élément qui alourdit ce fardeau qu'est le cancer? Ils ont mis des années à développer ce saumon. Entre-temps, une entreprise norvégienne a réussi, grâce à un croisement traditionnel, à obtenir un saumon qui atteint une taille de commercialisation tout aussi rapidement que le saumon génétiquement modifié. Donc, si vous êtes un consommateur français et que vous avez le choix entre un saumon OGM avec davantage d'hormones de croissance que la normale et un saumon norvégien élevé de manière traditionnelle, qu'allez-vous choisir? Vous allez choisir le saumon norvégien qui grossit plus vite, mais pas l'américain avec des hormones de croissance. Donc, c'est une mauvaise stratégie d'un point de vue commercial. Et c'est un aliment qui n'est pas sain pour les consommateurs. Malgré les craintes, le 19 novembre 2015, les autorités sanitaires américaines ont fini par approuver la commercialisation de ce saumon. Le premier animal transgénique autorisé pour la consommation humaine. Et comme pour les autres OGM aux États-Unis, pas d'étiquetage obligatoire qui permettrait de différencier le saumon génétiquement modifié d'un saumon de l'Atlantique traditionnel, comme celui vendu dans ce supermarché canadien. Pour les consommateurs, impossible donc de savoir exactement ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangeront.